On n'écrit pas seulement pour formuler des idées, pas seulement pour communiquer quelque chose aux lecteurs ou pour agir sur eux, pas même nécessairement pour s'extérioriser, pour exprimer sa sensibilité. On écrit aussi parfois, et dans un tout autre sens, pour s'affranchir de soi, pour s'aventurer hors de la sphère personnelle, dans un espace imaginaire où se défont les pôles d'émetteurs et de destinataires des messages. Le langage en tant que système conventionnel de communication est alors mis à l'épreuve. Sans ces points de capiton que constituent le je, le tu, le il, qu'il arrime à des instances individuelles différenciées, il dérive et s'affole, perdant à la fois son sens et sa fonction. Ce jeu d'écriture, qui consiste à manipuler les mots non comme des instruments de communication, mais comme des substances magiques aux effets imprévisibles, est un jeu dangereux, qui touche au principe premier de la socialité. Qui n'a pas été tenté, fût-ce le temps d'un rêve, de jouer ainsi à l'apprenti sorcier et de se jouer soi-même en se livrant au langage plutôt que de s'en servir? L'institution culturelle est là, cependant, pour faire façon de tels détournements, s'ils se manifestaient de manière durable, et les réintégrer dans une communication au second degré, nommée littérature. Celle-ci s'est constituée dans la société occidentale à la manière d'un appareil, avec ses organes administratifs et son réseau de contraintes, où agissent en amont la pression de la tradition, l'enseignement, l'initiation, le jeu des filiations et des sélections, et en aval, les exigences de l'édition, l'attraction publicitaire, la consécration mondaine, l'attente des lecteurs, la vigilance des critiques, contraintes qui se redoublent dans le champ économique par les impératifs du marché du livre. Ainsi, la littérature comme discipline ne se dissémine en aventure individuelle que pour se recueillir et se recentrer continuellement par un travail de réorganisation interne toujours plus intégrateur. Elle redonne une manière d'encadrement institutionnel aux expériences d'écriture les plus exorbitantes. Et elle reconduit à un niveau supérieur de sociabilité la répartition des rôles personnels qui affrontent non plus seulement cette fois le je au tu romanesque, mais l'écrivain à ses lecteurs. Or, les écrits dont il est ici question ont pour caractéristique première d'avoir échappé à l'institution littéraire et de lui demeurer réfractaires. Pour les désigner, nous avons adopté, faute de mieux, le terme d'écrit brut, par analogie avec celui d'art brut inventé par Jean Dubuffet. Je cite. « Nous entendons par là des ouvrages exécutés par des personnes indemnes de culture artistique, dans lesquels le mimétisme, contrairement à ce qui se passe chez les intellectuels, est peu ou pas de part, de sorte que les auteurs y tirent tout, sujet, choix des matériaux mis en œuvre, moyens de transposition, rythme, façon d'écriture, etc. De leur propre fond, et non pas des poncifs de l'art classique ou de l'art à la mode. Nous y assistons à l'opération artistique toute pure, brute, réinventée dans l'entier de toutes ses phases par son auteur, à partir seulement de ses propres impulsions. De l'art donc où se manifeste la seule fonction de l'invention, et non celle constante dans l'art culturel du caméléon et du singe. » C'était un extrait des Écrits bruts de Michel Thévaux aux éditions du Canoë. Comme la plupart des schizophrènes, Édouard était incapable de se gérer. Il n'a jamais manqué de rien, mes parents ayant les moyens veillaient à ce qu'il ne se retrouve à aucun moment dans le besoin. En plus de l'allocation aux adultes handicapés, AAH, mon père lui versait un viatique à la fin de chaque mois. Mais bien souvent, le 15 ou le 20 du mois, il se retrouvait sans un sou. Lassé par ses découverts, les banques le lâchaient. Une année, il faillit se retrouver interdit bancaire et se fut évité in extremis par mon père qui combla une fois encore le déficit de son fils. Suite à cet événement malheureux, mon père décida de passer à 2 versements par mois. Malgré cela, Édouard ne parvenait pas à boucler son budget pourtant confortable. Nous y sommes tant de fois allés, Antoine ou moi, pour lui faire un marché d'une semaine et lui acheter une cartouche de cigarettes. Car lui donner de l'argent était vain.
Nous savions qu'en 2 jours, il aurait tout dépensé. Pour s'éviter cette humiliation de se voir donner la béquille par ses frères, il appelait nos parents, provoquant chez eux discussions et engueulades. Mon père, refusant de céder à la facilité et tentant coûte que coûte de le ramener à la réalité, parce que le croyant capable de se gérer. Ma mère, consciente que ses difficultés n'étaient pas celles d'un enfant gâté, mais d'un malade. Je ne sais plus combien de fois j'ai eu d'interminables palabres avec mes parents sur les comptes d'Édouard. Ces calculs inutiles firent partie des discussions les plus récurrentes de la famille. Elles étaient d'autant plus vaines qu'elles mettaient mon frère dans la position du demandeur, faussant ses liens avec ses parents, l'obligeant à des stratégies d'amabilité ou exacerbant ses rancœurs, le contraignant à expliquer que ce mois-ci, il avait dû faire face à telle ou telle dépense, à se justifier. Le maintenant à la place du fils dépendant, incapable de s'affranchir. Une position infantilisante et là encore humiliante. Édouard a gagné sa vie en travaillant tout d'abord dans le cinéma, lecture de scénarios, production exécutive, gestion de catalogue, puis comme juriste. Mais au mi-temps de la trentaine, sa maladie devint un frein de plus en plus grippé pour continuer à supporter les horaires, les frustrations, les contraintes du travail. 21 jours où il fut dans l'incapacité totale de travailler, et où les services sociaux et ses médecins l'orientèrent vers une prise en charge pour faire de lui un invalide. Toucher la AH fut pour lui d'une insupportable brutalité. Il était maintenant un handicapé, mental qui plus est. Quand on est un tant soit peu sensible à l'image que l'on renvoie de soi, quand on a encore des rêves, des désirs, des espoirs, cela n'est pas admissible. Quand on a encore une vie sociale, des amis, des connaissances, des compagnes, c'est inavouable. Même si les autres l'ignorent, cela vous détermine, cela vous colle à la peau, à la gueule. C'était un extrait d'Un frère de David Thomas paru aux éditions de l'Olivier. Se transformer en cafard géant. Quelle abjection. Franz Kafka a choisi l'animal le plus repoussant pour sa métamorphose et propulse le lecteur dans une dimension fantastique dès les premières lignes de son récit, publié en 1912. Grégor apparaît transformé en insecte, s'agitant sur son lit et aucun détail n'est épargné pour le décrire. C'est horrifique, mais finalement presque banal sous la plume de l'auteur tchèque. Malgré la surprise, le dégoût peut-être, point d'inquiétante étrangeté. Le coup de théâtre de la métamorphose a déjà eu lieu avant le début de l'histoire. Alors d'où vient le malaise qui s'installe et grandit ? Quel cauchemar ! Le mot n'est pourtant jamais prononcé, on ne parle que de rêves agités dont sort péniblement Grégor au petit matin. Il ne rêve même pas, souligne bien le narrateur, qui décrit le corps de la bête avec une précision réaliste d'entomologiste. Bombé, brun, de nombreuses pattes. Ainsi que le cadre familier de la chambre d'être humain, comme si elle pouvait être autre, avec ses 4 murs qu'il connaissait bien. Un détail peut sembler d'emblée le doute, la comparaison du dos avec une carapace, aussi dure qu'eux. Mais est-ce alors un dos humain ou bien la véritable carapace d'un insecte ? Le personnage se voit-il comme un cafard ou bien en est-il vraiment un ? La nuance pourrait être lourde de conséquences pour le sens du récit qui va suivre. Pour l'heure, l'humain et l'animal semblent encore mêlés à l'image de l'attitude anthropomorphique de Grégor, fermant les yeux pour ne pas voir ses pattes gigoter. Si son corps a changé, son esprit reste intact, ce qui crée un décalage tragicomique. Certes, il est surpris. Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Et gêné, mais pas horrifié, encore moins révolté par ce qui lui arrive, et se démène seulement comme il peut pour s'extraire de son lit, se lever de façon gauche presque comique. Il imagine encore pouvoir s'habiller et aller attraper son train tant bien que mal. Un corps d'insecte. Ce n'est pas dément, ce n'est pas pratique pour les activités humaines.
Absurde. On en rirait presque si la situation n'était pas désespérée. Contre toute attente, ce n'est pourtant pas la métamorphose qui est perçue comme une malédiction à ce stade, mais la vie professionnelle de Grégor, présentée sans transition et de manière incongrue dans le récit, juste après la découverte de son nouveau corps. Les pensées rapportées du jeune homme font état de désagréments pratiques et de la fatigue des voyages, mais surtout de l'isolement et de la pauvreté des contacts humains qu'implique la condition de représentant commercial. Grégor y reviendra plus loin dans le récit afin d'évoquer plus en détail la contrainte hiérarchique et administrative exercée sur lui. Une dénonciation de l'enfer réglementaire et de la pression de toutes les formes de pouvoir développées par l'auteur dans d'autres œuvres. Ici, il est aussi question d'une double emprise, à la fois professionnelle et paternelle. Le personnage est lié à la firme pour couvrir les dettes contractées par son père et travaille pour subvenir aux besoins de la famille en descente sociale. Il est ainsi prisonnier de la situation, coincé, écrasé, comme il s'en explique avec une lucidité et une sensibilité qui semblent en contradiction avec cette régression animale. C'était un extrait du livre de Patrick Lemoine et Sophie Viguier-Vincent, La santé psychique des écrivains et de leurs personnages, paru aux éditions Odile Jacob. L'internement, c'est l'épreuve de la monotonie, de la solitude dans sa chambre. Le reste du temps, je le passe à errer dans un couloir pendant des jours, des semaines, des mois, dans un couloir où il ne se passe rien d'autre que la distribution des cachets et des repas. Le dernier est à 18h30. Après, c'est l'heure de la dose du soir, suivie par l'angoisse de ne pas dormir. La nuit me fait peur dans cet espace clos où tout est sombre. L'isolement, le temps qui s'étire, les néons éteints, la lumière lointaine de la salle de garde, l'impossibilité d'une clope, d'une simple clope, l'insomnie avec pour seule réponse quelques gouttes amères d'une chimie du vide, la crainte que le noir du couloir ne se termine jamais. Les médicaments du soir m'assomment sur le coup, mais à 4 heures du matin, je suis réveillée, shootée mais debout. Parfois, l'infirmière de nuit que j'aime bien est là. Elle nous parle normalement, gentiment. Je me dis qu'elle a choisi de travailler la nuit pour pouvoir être humaine. Un gardien fait sa ronde plusieurs fois dans la nuit, mais la plupart du temps, elle est seule aux manettes dans la salle de garde. Elle n'a pas besoin de se cacher pour établir de vrais rapports avec nous. Elle nous laisse entrer, même si c'est interdit. Quand nous n'arrivons pas à dormir, elle discute avec nous. Si nous avons faim, elle essaye de nous trouver un bout de pain ou une compote. Elle nous prend comme nous sommes, avec beaucoup de simplicité. Si elle peut faire quelque chose pour nous aider ou nous faire du bien, elle le fait. Elle ne se prend pas pour un gardien de sécurité. Souvent, Karim, qui ne dort pas non plus, entre dans ma chambre en douce et me demande un soin du visage. Je m'exécute. Je commence par du tonique que je tapote consciencieusement sur l'ensemble de son visage à l'aide de coton imbibé. Puis, j'enchaîne avec un gommage avant de lui poser un masque à la poudre de riz. Il sourit, l'air ravi. Pendant nos discussions, il me demande souvent si je pense qu'il est pédé. Je lui réponds que je ne sais pas, que lui seul peut répondre à cette question. Elle semble beaucoup le travailler. Petit dernier d'une famille modeste de 9 enfants, élevé à la dure par un père qui avait les coups de ceinturon facile, les questionnements sur son orientation sexuelle tourmentent Karim. Il me demande du chocolat, met 5 carrés en même temps dans sa bouche. De la bave marron coule le long de son menton et achève sa course sur son haut de pyjama. Je lui dis qu'il est dégueulasse et je lui demande de manger plus proprement. Il me répond que ce n'est pas de sa faute, mais celle des médicaments. Je lui affirme un peu fermement que ce ne sont pas les médicaments qui lui ont fait fourrer 5 carrés d'un seul coup dans sa bouche.
Il me sourit avec un air espiègle et tendre. Nous rions ensemble. Hé Léa, tu connais Alain Delon, toi ou pas? Karim, arrête de me saouler avec Alain Delon. Non mais honnêtement, tu trouves pas qu'il a la classe? Je veux bosser dans la mode, moi, chez Chanel. T'en penses quoi? T'as raison. Tu mérites ce qu'il y a de mieux. Dans la section parfum, t'en penses quoi? J'inventerai une fragrance qui s'appelle mouchoir pour essuyer les larmes des femmes. C'est un extrait tiré du livre Et c'est moi qu'on enferme par Philippa Mott, paru aux éditions Stock. C'est vrai. C'est moi qui suis venue à toi parce que tu étais toujours là, bien vivant dans cette ville et que je croyais pourtant avoir noyé sous des trombes d'eau. Comment peux-tu être encore là alors que je t'ai tué, d'abord avec le gaz, puis avec l'orage? Quand je rôdais dans le quartier de Bourg-Hamoud, Lockman, je pensais au fait qu'il serait le premier quartier à être englouti par le déluge qui nous viendrait de la mer. Un tsunami géant qui emporterait rochers, hommes, voix et langues. Une symphonie de vagues défiant le ciel et avançant comme des soldats par milliers pour détruire tout sur leur passage. Femmes, enfants et vieillards, bétail, chiens et chevaux, arbres, châssis de voitures, balcons et rideaux hideux, poteaux électriques et câbles en caoutchouc, résidents et visiteurs, marchands, voyageurs, handicapés, putains, ouvriers, mendiants. Un tsunami divin, total, qui mettrait fin au monde pour le recommencer ou plutôt l'annihiler pour toujours. D'un côté, un brouillon rempli de fautes, de l'autre, une gomme cosmique qui restituerait la blancheur universelle. Chaque fois que je me prépare à mourir, tu me rends à la vie, haine. Tu n'en as pas encore assez de moi. Cette fois, tu vas mourir pour de bon, Lockman. Cette fois, je vais te mettre à mort et tu vas mourir. Dans son rapport destiné à la police, le docteur André raconte: du fait d'un dédoublement de la personnalité associée à d'autres troubles d'ordre psychiatrique, Madame N s'est éteinte dans notre établissement après y être restée plus de 15 ans sans recevoir une seule visite, bien qu'elle fût une auteure célèbre ayant à son actif des œuvres qui, à leur sortie, avaient été remarquées. Elle est venue nous trouver en disant qu'elle avait peur que ces fantômes assassins ne fissent d'elle une criminelle. Nous l'avons donc recueillie et lui avons fait suivre un traitement psychiatrique et médical tout au long des dites années. Voir le rapport numéro 1, 6 juin. Quand ce matin-là, Miss Zara a ouvert la porte de sa chambre, elle l'a trouvée gisante dans son sang. Elle s'était perforée sauvagement à coups de crayon noir de la marque Faber-Castell 9, le dessous de l'épaule gauche, puis le ventre, au-dessus de l'estomac, ce qui lui a causé une forte hémorragie qui a provoqué sa mort peu avant l'aube. Voir le rapport du médecin légiste. Éparpillées autour d'elle, nous avons trouvé de nombreuses feuilles de papier, dont certaines tachées de sang, qui semblaient de toute évidence appartenir à un seul et même manuscrit paginé, intitulé « Monsieur N », et sous sa main, une feuille volante, blanche, sur laquelle elle avait écrit avec ses doigts trempés dans son sang « Enfin débarrassée de lui ». C'était un extrait du livre de Najwa Barakat, Monsieur N, paru aux éditions Actes Sud. Elle porte un tailleur soigneusement repassé. Elle a les cheveux teints en blond. Elle m'invite chez elle, car elle a mal aux jambes et préfère ne pas sortir. Durant les 2 premières heures, elle me tient toutefois à distance.
Assis dans son salon, nous grignotons des biscuits archi secs et dégustons un thé préparé avec un samovar. Alexandra Grigorevna Tsalivskaya a travaillé toute sa vie dans un établissement supérieur. Et avant de se sentir en confiance avec une personne, elle a besoin de s'en forger une opinion. Mais cela demande du temps. Elle me parle donc pendant 2 heures de son arrière-grand-père, Fyodor Tsalivski, qui travaillait dans les cuisines du dernier tsar, Nicolas II, d'un arrière-grand-père dont elle ne se souvient pas, mais qui a laissé en souvenir à sa famille une coupe commémorative avec la photo du tsar et de son épouse. Elle me parle comme si elle lisait un livre à voix haute. Elle dit toujours « Sa Majesté Nicolas II » et jamais le tsar, tout simplement. Parfois, elle parle de la sainte famille du tsar, quand il est question de la famille tout entière, de Nicolas, de sa femme et de leurs 5 enfants. Elle est à l'affût de mes réactions, car pour un Russe, un Polonais est toujours une énigme. Nous nous ressemblons, mais nous nommons et comprenons les mêmes choses tout à fait différemment. Elle sait que je veux l'entretenir d'un ami de son aïeul, le dernier cuisinier du tsar, Ivan Kharitonov. Elle sait que les descendants de Kharitonov ont refusé de m'accorder une interview. Alexandra Tsalivskaya a besoin de se préparer mentalement. Finalement, il se produit un déclic. Un algorithme dans sa tête décide que je suis fréquentable, même si je suis polonais, qu'elle peut me faire confiance. Et il va se passer quelque chose que j'aurai l'occasion de vivre souvent encore en Russie. Alexandra Tsalivskaya sort d'un mini-bar, 2 petits verres et une bouteille de vodka Moskovskaya. Puis elle déclare que nous avons assez causé dans le salon et que nous déménageons dans la cuisine. Et une fois dans la cuisine, par un tour de magie connu d'elle seule, elle garnit la table de Zakouski, des hors-d'œuvre, en moins d'1 quart d'heure. Champignons marinés, pâtés, macédoine, cornichons et choux fermentés, incontournables sur une table russe, salade olivier, appelée aussi en France salade russe ou salade de légumes, et quantité d'autres assiettes et soucoupes qu'elle tenait prêtes bien avant mon arrivée. Mais elle a dû d'abord se forger une opinion sur moi pour m'autoriser à passer du salon à la cuisine. Nid douillet de toute maison russe, où l'on reçoit les amis proches et où l'on peut être soi-même. Je vous prie de commencer par le pâté, Witold Miroslavovitch, me dit-elle. C'est une recette originale, de mon arrière-grand-père. Elle descend tout droit des cuisines du tsar. Dans ma famille, nous préparons toujours ce pâté pour la Pâque. Je me sers donc une tranche épaisse, car j'aime manger le pâté ainsi, et puis cela fait plaisir à mon hôtesse. J'ajoute quelques cornichons. Nous portons un toast à notre rencontre, juste avant que mes papilles ne se laissent charmer par l'onctuosité du pâté. Celui-là même que le malheureux tsar Nicolas II et sa famille ont savouré avant que les bolcheviks ne les alignent contre un mur et ne les fusillent. C'était un extrait de Ce qui mijote au Kremlin de Witold Chabowski aux éditions Noir sur Blanc. Le 9 juin 2023, je suis sortie de chez la psychiatre. Je me sentais terrifiée, soulagée et déçue à la fois. Cette spécialiste qui avait travaillé à l'hôpital Sainte-Anne me confirmait l'intuition que j'avais eue après 4 ans de quête. J'étais atteinte d'un trouble bipolaire. J'étais soulagée et terrifiée parce que ce mot, bipolarité, tout en sonnant comme une sentence, apportait aussi une explication. Mais j'étais dans le même temps contre l'idée d'une catégorisation. Je me sentais un peu piégée par cette étiquette. Paradoxalement, elle incarnait un point de départ. Elle me déculpabilisait aussi de cette incapacité à aller mieux ces derniers temps. Je pouvais enfin relire des années d'enfer psychique, de trous dans ma vie sociale, professionnelle, à l'aune de ce terme. Il était un liant, un révélateur tout en étant terriblement effrayant car réducteur. Il m'ôtait une partie de moi, de ma liberté d'être. Il me plaçait quelque part dans une case pas tant médicale que sociale. La folie. J'étais déçue car ce diagnostic allait sans doute conforter mes détractrices.
tandis que je traversais le parc jouxtant le cabinet, et alors que je scrutais la statue en pierre curieuse d'un vieux type alpha, je pensais surtout à cela. Que l'on allait peut-être moins me prendre au sérieux désormais, ou qu'on allait lire mes idées ou engagements politiques à travers cette maladie. Cela n'a d'ailleurs pas tardé. Quelques jours plus tard, je déjeunais avec une connaissance. Je savais que cette personne scrutait mes prises de position d'un œil critique. Cela faisait plusieurs mois que je défendais la libération de la Palestine et que je dénonçais le génocide à Gaza. Je participais à des actions, des œuvres collectives, des plateaux télé sur le sujet, recevant, vu les amalgames ambiants, mon lot de harcèlement. La première chose qu'elle me dit, quand je lui fis part de mon diagnostic, fut « Ah, voilà, je savais bien qu'il y avait une explication à ton obsession pour la Palestine. » Elle paraissait rassurée et arborait un air triomphal. Son intuition avait été la bonne. Si je défendais les opprimés et dénonçais des milliers de morts de civils, un génocide qui touchait 60% de femmes et d'enfants selon Amnesty International, c'était bel et bien que j'étais atteinte d'un point de vue psychique. On ne pouvait pas, selon sa lecture du monde, être lié de trop près à cette cause, non pas parce qu'elle ne lui paraissait pas juste, mais parce qu'elle vous faisait forcément perdre en réputation, mettait en danger vos contrats, votre travail, votre sécurité. Et que pour elle, comme pour des millions de personnes, c'était cela qui était devenu raisonnable et sensé. Le confort. Plusieurs questions ont alors fusé dans mon esprit. Je me suis demandé comment nous avions abouti à ce système de valeurs dans lequel la raison était de taire le génocide de dizaines de milliers d'innocents, tandis que la folie serait de s'ériger contre. Je me suis aussi interrogée sur un éventuel lien entre mes troubles psychiques et ma résistance. Le contexte social accentuait-il cette anormalité qu'on me prêtait ? Visiblement, mon trouble tranchait avec une apathie ambiante. Il était donc intéressant à analyser comme une rupture. Une force politique. Qui plus est, la lutte pour la Palestine s'était imposée à un moment où je me réparais physiquement et psychologiquement. J'ai vu dans la lutte pour cette population oppressée une nécessité plus globale de réparation mondiale. La Palestine était un gouffre dans lequel s'immisçaient et se mêlaient les traumatismes des minorités et les douleurs collectives. Un gouffre qui mettait en lumière le fascisme globalisé. La Palestine était une des pires horreurs colonialistes que j'allais vivre, moi, femme, née dans les années 1980. En direct sur nos écrans, on assistait à un massacre en masse de civils que normalisaient nos démocraties. Contrairement à l'Irak et à d'autres crimes de l'Occident, je pouvais voir sur mon téléphone ces crimes filmés en temps réel, ainsi que le décalage entre cette violence inouïe et les discours médiatiques qui tendaient à le minorer, voire l'effacer. Cet extrait est tiré de Folie et résistance par Claire Touzard, paru aux éditions Divergence. Le 1er février, je compose le numéro de l'hôpital psychiatrique de Fleury-les-Aubrais, désormais établissement public de santé mentale Georges Daumaison. On transfère mon appel au bureau de la direction. À mon interlocutrice, je demande timidement si chercher le dossier médical de mon arrière-grand-mère, qui est entrée autour de 1950, tient de l'absurdité. Très aimable, elle me répond que non, qu'elle reçoit souvent des demandes portant sur des périodes plus anciennes, que la mienne n'a rien d'étonnant. D'une voix à peine audible, elle ajoute que les informations que je cherche sont même peut-être un peu trop récentes, pas assez enfouies, pas assez oubliées pour qu'on accepte de me les communiquer. Il me faut remplir un formulaire de demande d'accès au dossier médical dans lequel, en tant qu'ayant droit d'une patiente décédée, il m'est possible de choisir entre 3 motivations et 3 seulement. Connaître les causes de la mort du défunt. Défendre la mémoire du défunt, préciser le motif. Faire valoir un de vos droits, préciser lequel. Aucune case, autre motif. Mais ce que je veux savoir n'appartient à aucune de ces 3 cases. Ce que je veux savoir, moi, c'est si mon arrière-grand-mère était schizophrène, comme on le dit. Ce que je veux savoir, moi, c'est s'il y a un risque pour moi et toute ma descendance jusqu'au siècle des siècles.
On coche quelle case pour ça? Je m'interroge quelques minutes sur la fable que je pourrais inventer pour l'une ou l'autre des raisons proposées. Celle de la mémoire du défunt me faisant tout particulièrement de l'œil, avant de décider de ne cocher aucune des 3 cases et de rédiger un mail pour exposer ma motivation. Je dois impérativement accéder au dossier de mon arrière-grand-mère afin de m'assurer que le diagnostic de schizophrénie a un jour été posé et que la maladie mentale représente effectivement un risque pour sa descendance. Entendre, pour moi. Je joins le certificat de décès de Betsy que ma grand-mère a accepté de me communiquer, ainsi qu'une copie de ma pièce d'identité et de mon livret de famille. L'assistante de direction m'indique avoir transmis ma demande au médecin responsable de la confidentialité et au juriste de l'hôpital. 1 mois plus tard, le secrétariat de l'EPSM Georges Daumaison m'informe par retour de mail que le dossier de Betsy n'a pas été retrouvé. Il s'agit de la fiche d'admission nominative de Betsy. Le courrier contient néanmoins une pièce jointe. Il s'agit de la fiche d'admission nominative de Betsy à Fleury-les-Aubrais sur laquelle se trouve confirmé le diagnostic de schizophrénie, espérant que cette information, quoique succincte, vous sera utile. Sur la fiche d'admission, une écriture docile a nonchalamment tracé le mot schizophrénie. Une écriture fine, à l'encre plus claire que le reste du document, venue noter sans émotion des mots qui ne disent rien d'autre que leur propre absence de clarté. Cette insuffisance du sens est redoublée par la nature du document, effet que produisent bien souvent ces formulaires administratifs, dont on doit compléter les entrées sur des lignes laissées vierges, et qui ne révèlent jamais que l'écart entre un état civil qui n'est personne et une raison de remplir ce formulaire qui n'explique rien. C'était un extrait de Mon vrai nom est Elisabeth d'Adèle Lyon, paru aux éditions du Sous-sol. Marthe ouvre la porte de la chapelle. En franchissant le seuil, elle sent un souffle froid l'étreindre malgré son bonheur d'être là, seule, enfin, dans ce silence de pierre. Elle tend sa main droite vers le bénitier grossier, la trempe lestement dans l'eau, puis la porte à son front. Elle en éprouve la topographie, déjà marquée, les ridules qui se creusent, la sécheresse rude. Une goutte parvient jusqu'à ses lèvres, s'y étend par capillarité. C'est froid, salin, délicieux, une eau de grâce dans son corps craquelé de soleil. Elle ferme les yeux et s'avance à l'aveugle vers la première rangée de chaises. Elle connaît le lieu par cœur, les dalles irrégulières, l'odeur d'encens qui râpe un peu le fond de la gorge et ce moment de vide devant l'autel qui l'enjoint à se mettre à genoux. Au sol, la pierre est dure contre ses os, sa chair cailleuse, n'y faisant rien. Elle joint ses 2 mains sur son chapelet et connaît ce qui lui vient. Des fourmillements partout, une chaleur discrète d'abord, puis irradiant jusque dans sa tête, l'impression de quelque chose qui grouille sous la peau. C'est horrible, comme un écrasement du dedans d'où ses organes cogneraient pour sortir d'elle. Ça ne dure jamais trop, heureusement. Elle le sait depuis le temps et se le dit maintenant par ses lèvres tremblotantes, chuchotant un pardon peut-être aussi au milieu de ses mots terrifiés. Elle prie pour sa mère, son père, ses frères et sœurs et le salut de tous, souhaitant qu'en eux, ce ne soit pas la guerre qu'elle vit à l'instant dans son corps. Elle lutte à dire ces paroles d'amour simples dans la nuit de son cœur crépi de flamme. Elle s'en remet à la Vierge qui connaît sa douleur, à sa bonté blanche et sans bornes. Son chapelet tourne et tourne, des minutes à mourir presque, et ces tours, il faudrait les compter pour en peser la part d'abîme, mais là, les mots s'échineraient sans pouvoir trouver ce qui s'y loge. Quelles demandes si morfondes, quels effrois si brasses et fermentent, est-ce là la misère des jours ? Son corps trop en désir ou la honte, et la honte de son désir, les paroles restées dans sa gorge et la peur, les bêtes mortes, son père, sa mère et son amour trop grand pour elle, la soumission de toujours, mal lire,
et mal dire, la peur des hommes et de Dieu, la culpabilité de tout comme un cloaque au fond de soi. Soudain, Marthe ouvre les yeux. Le silence s'est fait au fond d'elle. La Vierge sur l'autel, étrangement illuminée, lui semble immense, son corps incarné, vivant sous son voile translucide. Elle jurerait qu'un cœur rouge sang palpite dans sa poitrine, que son voile bat au vent. Une voix s'élève alors, suave et puissante. Les murs en tremblent, mais Marthe n'éprouve aucune peur. La voix lui parle dans une langue qu'elle seule peut comprendre. Elle se sent grandie, effroyablement grandie, sur son corps qu'elle n'éprouve tout à coup plus comme une masse chevillée au sol. Elle sent une caresse, un effleurement. C'est à la fois chaud et aérien, un baiser sans lèvres sur sa peau vaporisée. Elle ne sait pas exactement ce qu'elle a imploré, mais on lui a répondu, alors elle cherche au fond d'elle un merci qui ne vient pas. Elle pense à la petite Vierge du quai Seals, à sa mère qui serait fière. Elle veut revenir au réel, courir à la maison pour maintenir à jamais contre elle cette sensation nouvelle, délicieuse, ce glissement de perles et d'or apaisant tout. Ses yeux se révulsent, son corps tout entier se cabre. Elle s'effondre ici soudain, dans sa grotte à elle où la douleur s'est tue, seule, avec sa Vierge à elle, dans une apocalypse douteuse et délirante qu'on appellera pour Marthe, pour sa vie vécue et à venir, l'Assomption de Notre-Dame des Démolis. C'était un extrait du livre d'Olivier von Lonten, Notre-Dame des Démolis, paru aux éditions La Veilleuse. J'ai si souvent pensé aux grosses femmes, disséminées comme de curieux ganglions le long des vaisseaux lymphatiques de ma vie. Massives, presque rondes dans leurs blouses, affables, asexuées et sans âge. J'en ai croisé partout, de ma plus profonde enfance jusqu'à aujourd'hui. C'étaient les vendeuses du débit de pain et de tous les magasins d'alimentation des quartiers où j'ai vécu avec mes parents. C'était la femme qui remaillait les bas dans un kiosque vitré près de la quincaillerie de la rue Liséanou, devant laquelle nous passions avant la fin des années 1950 pour nous rendre au féerique magasin de jouets du marché Aubord, au Petit Chaperon Rouge, situé dans un bunker profond de 4 étages souterrains. C'étaient toutes les infirmières et les assistantes médicales qui se dirigeaient vers moi, sous l'ampoule allumée en pleine nuit, avec leurs seringues primitives où bouillonnait la pénicilline et la streptomycine, remplissant la chambre d'une insupportable odeur de moisi. C'étaient les femmes rubicondes, nues, aux tétons rouges et aux bouées de graisse sur le ventre qui peuplaient les 3 boyaux profonds du tunnel souterrain, derrière la porte du bureau de la section de la milice de Floreasca, lesquels rejoignaient l'abîme situé sous l'immeuble du boulevard Stefan Zellmar par un embranchement compliqué. Identiques les traits du visage, à peine esquissés, comme si seule la graisse baroque sous leur peau était expressive. Avec leur sexe fermé entre des jambes éléphantesques, elles se baignaient dans des baignoires et des citernes où frisait une eau verte. Elles glissaient dans des tubes alambiqués. Elles secouaient leurs cheveux rouges, jaunes et oranges sous les soleils lourds, symétriques et incompressibles de zodiaques étranges. C'étaient les receveuses qui somnolaient dans les tramways, débordant de leurs sièges entourés de formica et qui te vendaient contre des sous brillants des billets de 15, 25 ou 40 bannis. Et toi aussi tu somnolais, en tenant la main de ton géant de père, tout emmitouflé que tu étais, couvert de neige et le cache-nez noué sur la bouche durant ces hivers interminables. C'étaient les soignantes de Voila, qui nous frictionnaient la peau avec leur éponge rugueuse au point de la rendre toute rouge. Ce sont mes joviales collègues de salle des professeurs, c'est la sinistre bibliothécaire garde Schurm,
C'est la femme aveugle qui, avec une icône en papier sur la poitrine, mendie devant la petite église du quartier. Elles sont éparpillées de manière plus ou moins uniforme dans tout mon univers, comme des réserves de nourriture qui m'attendraient ici et là dans le labyrinthe expérimental où je vis, comme des jalons sur mon tortueux chemin vers la sortie. Je ne pouvais pas me les imaginer à table, au lit ou entourées d'enfants, mais là, seulement, à leur poste où probablement elles étaient apparues tout à coup, sans passer par les stades de l'enfance et de l'adolescence. Elles étaient des sacs grands et ronds, avec les mêmes traits à peine ébauchés d'habitantes des steppes de l'Asie. Même leurs seins, toujours beaucoup trop gros, étaient totalement neutres, blancs et placides, comme s'ils n'étaient que des bosses de chamelles, dépourvues du moindre rôle dans l'excitation des hommes. Car les cuisinières, les vendeuses de billets, les infirmières, les serveuses et les remailleuses étaient aussi sexuées que les placards, les caisses enregistreuses et les boîtes à stériliser les seringues dont elles étaient entourées. C'était un extrait de Solénoïde de Mircea Cărtărescu aux éditions Noir sur Blanc. Minuit cet été-là, quand la foudre frappe le vieux tilleul, l'atteint au cœur, le cuivre et le roussit, puis changée en torche quand elle s'invite dans les hautes terres, entre les haies à chauve-souris et remonte jusqu'à la ferme pour entièrement la balayer, la dévaster. Blanche, sous les jurons de Gaspard en train de cracher des seaux sur les stalles et les foins, sur les boiseries et les outils 10 fois rôtis déjà, Blanche, sa femme, quitte la ferme sans bruit, se fraye un chemin entre le val et les replats verts, où, se retournant, elle aperçoit la grange, les corymbes du pommier changés en brandons roux, et les poils de leurs bêtes dévastés, balayés. Le souffle court, portant quelque chose, ou disons, le maintenant en main sur le bas du ventre, elle gravit sur la côte débouchant sur la crête au cassis. Et sur elle s'agenouille. Puis, n'y tenant plus, fondue sur un tapis de mousse, elle remonte sa robe à hauteur de genoux et se met à hurler. Des cris qui semblent contenir toute la douleur du monde, des cris tels que les flammes. Tout en bas à la ferme, soudain se fige. Gaspard est à présent allongé contre Blanche. Il a quitté la ferme et serre la main de sa femme qui continue de hurler, pousser, pousser, et puis crier jusqu'à ce que, entre ses cuisses, le doux museau paraisse, puis la fine touffe de cheveux de leur premier enfant, ce garçon du malheur qu'ils baptiseront Joseph. Depuis le vieux tilleul, les flammes ont rebondi pour former au seuil de l'étable un gigantesque brasier. 25 brebis sont mortes, 20 vaches, ne restent plus que les oies, 8 vaches et le dindon. Plus tard, tout le pays racontera comment le brasier cuisit jusqu'aux yeux de Gaspard, courant avec ses seaux remplis de larmes, tandis que les flammes lapaient la terre et avalaient le reste. On parlera de l'éclair et de la colonne rouge descendue du grand arbre, puis de son avancée entre les cassissiers, dans les hautes herbes, et de comment elle entra à la haute folie pour entièrement la balayer et la dévaster. Chaque jour, depuis le drame, pendant que Blanche se ronge les sangs, épuisée, mal nourrie, touchée par le typhus, Gaspard arpente le monde, la fumée blanche et bleue de sa pipe en écume de mer à ses trousses, à la recherche d'un autre travail. Ailleurs, peu importe où, le temps de se refaire. Et cependant qu'il marche, il revoit en pensée le visage de son ivrogne de père, et il le maudit, Gaspard. 3 fois il le maudit. Pour le mari violent, pour le père impossible, et pour l'abruti qui, sacrifiant l'avenir des siens pour sa dose journalière d'eau-de-vie, n'a pas jugé bon de l'assurer, la haute folie. Des fougères lui lèchent les chevilles, des ronces et des orties cinglent ses pauvres mollets, quand, depuis le sentier de Pissevache, sur l'autre versant, il aperçoit la ferme, ses prés,
leurs quelques bêtes encore debout. Après quoi, il se remet en route et accélère le pas. Il le jure et se le promet. Il trouvera du boulot. Il restaurera la ferme. Et il hurle à la terre entière, aux humains et aux bêtes, aux enfants et aux dieux. Et tous le croient fou. C'était un extrait de Haute folie d'Antoine Wouters, paru aux éditions Gallimard. Doris s'est donc retrouvée dans sa maisonnette en briques en compagnie du magnifique, un bon gros chat, mais très vieux, un animal de 17 ans qui vient d'être amputé d'une patte parce qu'il avait un cancer à l'épaule. Le pauvre, soupire Doris, le pauvre est très âgé et n'a plus que 3 pattes. Mais que faire? C'est la vie. La vie, selon Doris, est, me semble-t-il, une nuit contre laquelle il faut lutter en brandissant des mots lumineux, ou comme son jardin, aussi foisonnant qu'une jungle. Au printemps, il était beau, mais maintenant, vous voyez, maintenant, il est dévoré par les mauvaises herbes. La vie est comme une place assiégée, en fin de compte, et l'âge, la mort, la déchéance et la mélancolie se pressent à l'extérieur. Mais elle résiste aux assauts et continue de défendre la place jour après jour, la valeureuse Lessing, combative, si belle avec son chignon bien, lisse et ses vêtements coquets, si puissante encore avec sa lucidité et sa prose parfaite. Dans vos mémoires, vous évoquez en passant une époque où vous avez beaucoup souffert. Ah oui, vous parlez de l'époque de la dépression. C'était une douleur tellement énorme, tellement puissante. Je crois connaître ce qu'est la douleur, voyez-vous. Nous abolissons des choses de notre conscience, nous réprimons des sentiments et nous les enterrons au fond de notre cœur. Et il se produit tout à coup quelque chose comme, je ne sais pas, comme l'affaire de Diana, par exemple. Et les gens trouvent alors une raison de pleurer. Parce qu'en réalité, ils pleurent sur eux-mêmes. Et que vous était-il arrivé à cette époque-là pour souffrir autant ? Ce qui était arrivé n'a pas d'importance. Sans doute que c'était des raisons tout à fait insignifiantes. L'important, c'est de savoir que ça vient comme ça, qu'un jour tout à coup sans prévenir, toute cette peine vous tombe dessus et vous inonde. Et vous devez alors vous demander sur quoi vous avez pu bien vous asseoir, quelle est cette chose que vous avez muselée pendant toutes les années précédentes. Si je vous interroge sur la raison de cette chute, ce n'est pas par simple curiosité. Vous êtes une personne qui vit, qui réfléchit sur ce qu'elle vit et qui écrit ensuite sur tout cela. Et pour moi et pour beaucoup de vos lecteurs, vous êtes une sorte d'exploratrice de l'existence. Une pionnière qui marche devant. C'est une jolie image. C'est celui qui marche devant qui peut expliquer aux autres ce qui les attend dans la vie. J'aime beaucoup cette idée. Et j'aimerais savoir ce qu'il y a là-bas, devant, qui peut s'avérer si douloureux. Il faudrait que j'y réfléchisse. J'ai connu des gens qui étaient déprimés, cliniquement parlant. Et quand j'ai traversé ces moments de peine intense, il m'a semblé qu'il n'y avait qu'un échelon à descendre entre ma peine et la dépression clinique, qu'il était très facile de descendre de l'une à l'autre. Et vous devez alors vous demander d'où vient toute cette douleur. Je ne sais pas. Je crois que les gens bloquent souvent le souvenir de leur enfance parce que c'est pour eux un souvenir insupportable. Ils ne veulent simplement pas y penser. Et c'est souvent très bien de ne pas se souvenir, car autrement nous serions incapables de vivre. De sorte que je passe beaucoup de temps dans ma vie à regarder les bébés et les enfants en bas âge et à penser que peut-il bien se passer réellement là-dessous. À ce propos, quand vous vous êtes séparés de votre premier mari, vous avez dû abandonner vos 2 enfants. Cela a dû être très douloureux. Ça a été terrible, mais je devais le faire. Je ne peux pas dire que c'était une bonne décision, mais cela aurait pu être bien pire à tout point de vue. Mes enfants ont toujours été extrêmement généreux. Ni mon fils ni ma fille ne m'ont jamais condamné et ils m'ont toujours soutenu. Mon fils John est mort, je ne sais pas si vous le savez. Il est mort il y a quelques années d'une crise cardiaque. Je l'ignorais. Il devait être très jeune. Très. 50 et quelques années. Il buvait beaucoup, il mangeait beaucoup. Il était de ces personnes qui ont besoin de vivre sur le fil.
Mais enfin, le fait est que j'ai dû laisser mes enfants, j'ai dû le faire. C'était une question de vie ou de mort pour moi. Je n'aurais pas pu supporter plus longtemps cette vie de blanc en Afrique du Sud. Enfin, qu'est-ce que ça peut faire? C'est de l'histoire ancienne depuis très très longtemps. Vous avez toujours fait et dit des choses peu conventionnelles. Vous êtes l'antithèse du politiquement correct. Et cela vous a valu de nombreuses critiques. Ceux de droite vous détestent, la gauche orthodoxe vous considère comme une traîtresse. C'est vrai. Cette attitude de rigueur et de lucidité qui est la vôtre, n'est-elle pas très solitaire ? Eh bien, quelqu'un a dit qu'un des grands problèmes de la vieillesse, c'est que vous ne pouvez dire à haute voix presque aucune des choses que vous pensez réellement parce que vous êtes toujours ridicule ou choquant ou dérangeant. C'est assez triste. Vous pouvez toujours parler avec vos contemporains. Et comment vivez-vous tout cela ? Comment vivez-vous vos 78 ans ? Ce que vous me demandez, c'est comment je vis le fait d'être vieille, n'est-ce pas ? Bien, que voulez-vous ? Il n'y a pas d'autre solution que vivre la vieillesse. Vous ne pouvez rien faire contre elle. Je vous ai dit tout à l'heure que pour moi, vous étiez une sorte d'exploratrice. S'il vous plaît, dites-moi qu'à cet âge-là aussi, il y a des moments où la vie est belle. Je n'ai jamais pensé que la vie était belle. Alors dites-moi au moins qu'on garde toujours la curiosité et l'excitation de connaître de nouvelles choses et le plaisir d'écrire. Oui, ça oui. Tout cela demeure encore intact. C'était un extrait du livre de Rosa Montero, Le danger de ne pas être folle, paru aux éditions Métellier. Et ce dernier extrait conclut notre lecture. Merci beaucoup pour votre écoute.